Ciao tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction l'Italie, où on va retrouver un nouvel invité. Cécile, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc aujourd'hui, on part en Sicile avec Sylvain qui est en postdoctorat là-bas. Et donc, Sylvain, il va nous raconter son parcours, donc de sa thèse qu'il a faite en astrophysique sur les étoiles à Saclay, donc près de Paris, jusqu'à son poste actuel à Catane en Sicile. Et donc, on va aussi discuter des différences entre les systèmes de recherche en France et en Italie, la précarité aussi des jeunes chercheurs, et puis de ses réflexions pour la suite de son parcours. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Après la thèse en compagnie de Cécile, mon acolyte. Cécile, comment tu vas? Eh ben, toujours de super bien. C'est mes études. Ce qui est plutôt pas mal parce J'ai que... essayé de changer de phrase, tu remarqueras. Ouais, mais non. Souvent, c'était ça va super. Là, j'ai. Tu pars sur un autre truc, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. donc ça va. Et toi? Ça va? Cela dit, je ne sais pas, parce que on ne sait jamais quand est-ce que sont diffusés les podcasts. Là, actuellement, on a tous très chaud dans l'endroit où nous sommes, ce qui fait que ça nous cause des petits problèmes depuis à peu près une demi-heure pour démarrer cette interview avec les ordinateurs qui chauffent, etc. Aujourd'hui, on reçoit justement le coupable. Je dénonce aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer. On reçoit aujourd'hui Sylvain de Sicile. Salut Sylvain. Salut. Alors, du coup- Sicile, ça fait comme roi de Sicile, quoi. Ça f- Où est-ce qu'ils en sont, la Sicile, sur ce sujet-là? Personne n'y est jamais allé à part Sylvain, du coup. Comment ça se passe là-bas? Les T'as pas- grands t'as pas- routes. Ouais, sur tout ce qui est royauté. On a ça? On a ça. Alors non, ils sont... je sais pas en fait s'il en reste. C'était les rois de Naples, mais ils les ont... D'abord, ils se sont fait virer par les rois du Nord qui sont devenus rois de toute l'Italie et... Je sais pas si Ensuite- tu avais raison, Ben, de le lancer sur Ouais. plus l'histoire. Ouais. Ça peut C'est- durer 3 quarts d'heure. Ça peut durer 3 quarts d'heure. Donc, on passe directement. On va laisser un petit peu ce moment-là. Tu vois, je laisse ce petit moment pour savoir si Cécile coupera. Donc, on passe directement à Sylvain qui est en Sicile. Il va nous expliquer pourquoi il est en Sicile et pourquoi pas ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre région italienne. Mais d'abord, est-ce que du coup, plus sérieusement, est-ce que Sylvain, déjà, tu peux te présenter à nous un petit peu qui tu es? Tu as fait un doctorat en quoi? En quelle année tu l'as passé, où ça, etc. Enfin, voilà, une petite feuille de route pour qu'on démarre ensemble. Alors ouais. Alors du coup, moi j'ai fait mon doctorat en région parisienne. J'étais sur le plateau de Saclay. J'étais au CEA de Saclay dans le département d'astrophysique. Où j'ai fait une thèse en physique stellaire sur l'étude des étoiles de type solaire, en particulier sur l'étude de leur rotation. Et donc la raison pour laquelle je suis en Sicile, c'est qu'à l'issue de ma thèse donc, que j'ai soutenue en septembre 2022, il y a 3 ans maintenant, je suis venu ici en postdoc à Catane, où je suis encore aujourd'hui. J'aurai probablement, je pense, l'occasion d'en dire un peu plus sur le parcours que j'ai eu On y ici est en marre. Sicile, parce qu'en fait, j'ai changé de contrat par rapport au contrat de postdoc que j'avais originellement. Mais Ok. Et le CEA, c'est. donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables maintenant, puisqu'ils ont rajouté ça dans leur nom il y a, je sais plus pas exactement, c'était il y a déjà quelques années, ça fait un moment. Et donc il y a des sites un peu partout implantés au niveau du CEA. Le plus gros de France, c'est celui de Saclay, où je crois qu'il y a quasiment 6000 employés. Et nous, pour dire, donc faut voir que comme c'est des choses qui sont liées à l'énergie atomique, il y a un centre qui est très sécurisé à Saclay, pour ceux qui connaissent à peu près la zone. Mais les astrophysiciens et d'autres départements qui sont sur des trucs un peu moins critiques au niveau sécurité et espionnage industriel, on est à l'écart, on n'est pas dans le centre sécurisé. On est dans une zone qui est un peu plus facile d'accès, justement pour faciliter un peu la collaboration et l'invitation de chercheurs étrangers, notamment, ça simplifie la vie. Ok. Question sur ton sujet de thèse, mais question naïve. Il y a toujours des questions naïves dans Afrique, mais ça sert à quoi d'étudier la rotation Ouais. des étoiles solaires? Alors, très bonne question. Donc, le point de départ, effectivement, peut-être, c'est de partir de notre Soleil et de voir que, mystérieusement, aujourd'hui, le Soleil, c'est une étoile dont on ne connaît pas la rotation au cœur. Alors qu'il y a d'autres étoiles, par exemple, le Soleil, quand il évoluera, il deviendra une géante rouge. Et ces géantes rouges qui sont plus vieilles que le Soleil et qui sont beaucoup plus loin de nous, paradoxalement, on a réussi à mesurer la rotation du cœur de ces étoiles. Et ce qui nous pose problème
de pourquoi est-ce qu'on veut mieux comprendre la rotation du Soleil et des étoiles qui lui ressemblent, c'est qu'en fait, ça a des implications directes dans l'évolution de ces étoiles, et pas seulement de ces étoiles, aussi dans l'évolution des systèmes qu'elles vont avoir autour, donc dans l'évolution des systèmes exoplanétaires. Donc en fait, si on veut mieux comprendre, d'une part déjà, comment s'est formée la vie sur Terre, comment a évolué notre système solaire, mais aussi quelles sont les conditions qui peuvent permettre plutôt l'apparition de la vie, ou même la constitution de systèmes planétaires qui ressemblent ou non aux nôtres. On a besoin de comprendre une chose aussi fondamentale que comment tourne l'étoile qui est au centre, et comment en fait elle va évoluer au cours du temps, parce qu'elle ne tourne pas de la même manière pendant toute sa vie, quoi. C'est quelque chose de dynamique, ça va continuellement évoluer. OK, je comprends mieux maintenant, ouais, ça fait partie d'un tout et si t'as pas compris ça, tu peux pas comprendre le reste, en fait. Du coup, ça veut dire que notre étoile va s'arrêter de tourner? Alors elle ralentit, Oh putain. c'est le Je sais pas. destin des étoiles comme le Soleil. Comme elles sont très magnétiques, avec leur activité magnétique, en fait, elles donnent un peu de leur rotation, elles le donnent un peu au milieu interstellaire qui les entoure. Et au fil du temps, elles ralentissent. Et voilà, quand le Soleil était plus jeune, probablement, il tournait beaucoup plus vite que ça. Mais ça fait qu'aussi, au niveau de la vie, il était sans doute plus hostile à la vie, puisque une étoile qui tourne vite, souvent, elle est plus active magnétiquement. Et un truc qu'on sait aussi, c'est que toutes les interactions magnétiques, tout le magnétisme qui vient de l'étoile, ça peut affecter ce qui se passe sur les planètes autour. Et notamment nous, sur Terre, ben, on est protégé par le magnétisme de la Terre elle-même. Mais des événements magnétiques plus intenses, plus fréquents, ça pourrait être très problématique en fait déjà pour la vie. Et en fait, il y a l'exemple pour la civilisation moderne avec toute notre électronique, où il y a, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a ce fameux exemple du fait qu'il y a 150 ans, il y a eu un événement énergétique très très intense qui en fait était suffisamment intense pour mettre par terre tous les systèmes électroniques qu'on a aujourd'hui si on avait le même événement aujourd'hui. Et heureusement, ça a eu lieu à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Bon, mais ça me permet de faire la transition parce que moi, du coup, j'ai augmenté mon niveau d'angoisse de 0 à plus 8000. Ouais, c'est vrai que Euh, pas bien quand Ah, mais moi, dès que ça parle d'étoiles, je suis un PLS un petit peu parce que c'est trop loin, c'est trop grand. Mais alors, en plus, il y a un gars qu'on interviewe gentiment, on l'appelle, on lui dit Sylvain, tu veux en faire parler? Le mec, il nous dit dans 5 milliards d'années, je sais pas combien de trucs, elle va s'arrêter de tourner, on va tous mourir. Moi, je suis pas bien. Vous avez jamais vu ce même passer sur internet là? Ou genre, moi, à 8 Ok. ans, qui apprend que c'est une espèce, je sais pas, en général, c'est un garçon, une fille qui fait un visage un peu genre surpris. Et c'est moi à 8 ans ou à 7 ans, je sais pas, quand j'apprends que le soleil explose dans je sais pas combien de milliards d'années, en mode le mec est pas, la personne n'est pas bien, quoi. Je dis, c'est littéralement moi. Tiens, c'est moi. Sauf que moi, j'ai plus 8 ans, mais je suis le même incarné pour ce genre de truc. Du coup, ça va quand même me permettre de faire une transition sur des sujets un peu plus mignons, un peu moins angoissants. Donc là, tu nous as parlé de ta thèse, effectivement, et de cette thématique hyper intéressante et angoissante, pour moi en tout cas. Mais donc, du coup, on va un peu revenir sur le point central. Une fois donc que tu es diplômé d'un doctorat donc à Saclay, donc j'ai envie de dire presque un peu comment tu l'apprends et surtout au jour J+1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pars directement quelque part en post-doctorat? Est-ce qu'il y a un petit temps de pause? Comment ça se passe? Alors en fait, effectivement, je suis parti directement en postdoc. J'ai commencé mon nouveau contrat juste après, vraiment la semaine après ma soutenance. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance vis-à-vis de tout ça. C'est que j'avais pu trouver le contrat à peu près 9 mois avant, je crois, puisque j'avais eu l'acceptation courant janvier 2022. En fait, ça s'est fait là où j'ai eu de la chance, ça a été très circonstanciel. En fait, c'est que donc le cadre de mon travail, ça se fait dans le cadre d'une mission de l'Agence spatiale européenne, une mission qui s'appelle Plato, qui visera notamment à étudier les étoiles de type solaire et leurs planètes. Et donc cette mission Plato, elle regroupe un consortium scientifique. Je pense qu'il y a environ 1 millier de personnes du côté scientifique impliquées dedans. Et donc il y a différents groupes de travail qui sont dessus. Et il se trouve que mon directeur de thèse à Saclay, lui, collaborait d'assez près sur un de ces groupes de travail avec des chercheurs de Catane. Et qu'au moment fin 2021,
Ils se sont retrouvés à chercher un postdoc pour faire des missions qui correspondaient complètement au profil que j'avais développé pendant la thèse. Et donc, en fait, c'est mon directeur de thèse qui m'a transmis l'offre de postdoc qu'ils avaient publié en me disant bah, tiens, ça a l'air intéressant, ça correspond à ton profil, ça serait peut-être bien si tu candidatais. Et originalement, en plus, j'étais pas très très chaud, hein. Je me souviens qu'à Sicile, j'ai fait ouais, bon, peut-être, je sais pas. Ah, mais du coup, c'est ça, c'est directement pour aller en Sicile. Ouais, c'est ça. Et du coup, au début, j'ai candidaté en me disant, bon, je candidate en me laissant le temps de choisir, et on verra déjà si je suis accepté ou pas. Et ensuite, on dit oui ou non. Et donc, j'avais eu quelques semaines pour réfléchir, puisque j'avais envoyé le dossier en décembre, si je me souviens bien, et j'ai eu la réponse vers janvier. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis dit, bah effectivement, c'est une belle opportunité. Et si jamais ça me plaît pas, de toute façon, je peux faire 1 an ou 2 là-bas. Et ensuite, je chercherai en France, je chercherai à rentrer. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit, je vais en Sicile. Et effectivement, bon, finalement, ma première impression était effectivement pas la bonne, puisque je suis arrivé là-bas et j'y suis toujours aujourd'hui. Donc, Et c'est d'un contrat de combien de temps à la base? alors là, on arrive dans la spécificité et le bonheur des contrats italiens. Parce qu'en fait, on était sur du 1 an renouvelable. Mm. Mais la chose positive, c'est que c'était 1 an renouvelable, mais en fait, il y avait des fonds qui étaient assurés jusqu'au lancement de l'instrument. Donc l'instrument sera lancé fin 2026. Et les fonds qu'ils ont au niveau de l'observatoire, c'est des fonds qui sont fournis par l'Agence spatiale italienne. Et donc grâce à ça, en fait, il y a des accords régulièrement qui renouvellent tous les ans ou tous les 2 ans, où l'Agence spatiale italienne s'engage à financer les contrats scientifiques au sein de mon institut. Et ils disent, OK, on va financer tel contrat et tout. Donc ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Puisque voilà, je ne l'ai pas dit, effectivement, c'est peut-être important pour ça. L'astrophysique en Italie, ça ne fonctionne pas par observatoire indépendant. En fait, il y a des observatoires un peu à travers toute l'Italie, mais on est unifié par un institut qui s'appelle l'Istituto Nazionale di Astrofisica, donc l'Institut national d'astrophysique, et qui en fait fédère tous les observatoires. Mais pourquoi tu dis que ça fonctionne différemment? Puisque chez nous, on a le. Tout à l'heure, tu disais qu'on avait enfin, on a l'agence spatiale en France et toutes ces unités qu'on a finalement, c'est pas un peu c'est pas un peu en parallèle avec le système italien? Non, c'est pas le même délire? Alors, c'est pas exactement le même délire parce que je trouve que c'est un peu différent de ce que tu vas pouvoir trouver en France où tu as une unité mixte de recherche. Où vraiment l'unité mixte de recherche. Alors, c'est vrai que je sais pas dans les autres domaines, mais j'ai vraiment la vision en astro en France où, comme il y a plein de corps de recrutement en astro différents entre l'université, le CNRS, le CNAP, ben même le CEA pour le CEA, il y a les unités mixtes de recherche. Tu as des chercheurs qui sont employés vraiment par plein de trucs différents. Nous, ici à Catane, on est 95%, quasiment, peut-être même 98%, je sais pas, on a que quelques personnes qui dépendent de l'université. On est quasiment tous dépendants de cet institut national, donc je veux dire l'INAF, l'acronyme c'est l'INAF et on l'appelle comme ça, de l'INAF. Et on a quelques professeurs de l'université de Catane qui ont un bureau dans nos murs, mais sinon pour le reste, on est exclusivement INAF. Ah, ok. De ce point de vue-là. Et donc, en fait, toi, c'est tes labos qui sont nos UMR à nous, qui sont en fait unis sous cette tutelle, C'est ça, ouais. sous ce nom italien là, que je pourrais pas reprononcer. Mais ok, oui, oui, effectivement. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a aussi moins de mixité d'unités, contrairement à nous, effectivement, qui avons beaucoup plus de. Bien sûr. Alors, justement, c'est bien, parlons de ça. Tu me tends la perche, je la prends. Sur cette thématique-là. Donc, est-ce que tu as essayé, du coup, depuis que tu es en Italie, est-ce que tu as essayé donc de faire des concours en France pour pouvoir donc essayer d'obtenir un poste permanent dans ta discipline? Et si oui, justement, avec quelle institution? Parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de discuter de ce genre de sujet. Donc, peut-être le CNRS, encore que je Ouais. ne sais pas. Alors si, justement, donc j'ai candidaté 2 années, juste après ma thèse, et l'année après, cette année, j'ai pas déposé de candidature au dernier concours. Donc bon, peut-être juste pour le citer au début, effectivement, comme partout, on a les concours maître de conf. J'ai fait la qualification maître de conférence, mais comme c'est souvent très fléché les postes, j'ai jamais eu l'occasion en pratique candidater sur un poste de maître de conf dans mon domaine. Et donc les deux concours par contre sur lesquels j'ai candidaté, c'est le CNRS. Donc jusqu'à cette année, c'était la section 17, pour moi la section d'astro. Et donc nous, en astro, on a une autre filière de recrutement au niveau national
qui s'appelle le CNAP. Alors le CNAP, c'est l'acronyme pour Conseil national des astronomes et des physiciens. Il y a plusieurs subdivisions, et nous, en astro, justement, on dépend de cette subdivision astronome. Et les recrutements, donc c'est des postes qui s'appellent astronome adjoint, l'équivalent du recrutement chargé de recherche. Et il y a une grosse différence avec un recrutement chargé de recherche CNRS. Alors déjà, il y a de l'enseignement, c'est un poste d'enseignant-chercheur. C'est pas aussi lourd que la charge d'enseignement d'un poste de maître de conf, mais c'est pas à négliger non plus la charge. Et surtout, il y a une spécificité qui est assez grande, c'est qu'en plus de la charge de la tâche, enfin de la partie recherche, il y a ce qu'on appelle une tâche de service. Et la tâche de service, c'est une activité qui est plutôt technique plus que recherche, qui est une activité de soutien aux activités de recherche dans le domaine dans lequel on est. Ça peut être... Alors typiquement, je peux dire en fait ce pourquoi je candidatais moi à l'époque. Donc la tâche de service que je proposais moi à l'époque, c'était du soutien au développement logiciel pour l'analyse de données de la mission Plateau. Ça ressemble à un mix entre, je sais pas ce que tu en penses, Cécile, entre chargé de recherche et ingénieur de recherche au CNRS. Oui, On dirait que c'est un métier qui fait les trois. oui, ou comme quand par exemple on candidate Et maître de conf, évidemment. qui sont en écologie, qui candidatent au muséum, tu as une partie aussi Ouais, c'est ça. spécifique qui est de la gestion de collection, etc. Donc c'est Ah, c'est un ça. truc typique à certains endroits. Ouais, c'est vrai. C'est particulier. Ouais, c'est vraiment un mix de maître de conf, de chercheur et d'ingénieur. Ouais, c'est ça. Et en fait, on m'avait dit que justement, cette tâche de service, c'est un peu ce qui avait permis au CNAP de garder sa spécificité et de justifier son existence et sa spécificité par rapport au CNRS. Et donc, le recrutement, en fait, ça se fait sur les structures qui s'appellent les observatoires. Donc, c'est toujours un peu nébuleux avec le système français parce que les observatoires, ça se superpose encore à l'aspect UMR et autre chose. Donc, UMR, c'est l'unité mixte de recherche. Par exemple, donc pour donner quelques exemples, dans les laboratoires d'astro, là où j'étais au CEA, le département d'astrophysique au CEA de Saclay, il fait partie de l'Observatoire Paris-Sud, où il y a aussi un autre labo d'astrophysique qui est à Orsay, qui est l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Ensuite, ouais, vous allez en avoir, typiquement, il me semble que dans la région de Toulouse, vous allez avoir l'Observatoire Midi-Pyrénées qui joue ce rôle-là, et ainsi de suite. Il y en a un peu partout, et ils englobent un ou plusieurs labos en général. Alors, juste vraiment par curiosité, ils ont combien de postes qui ouvrent par an? Alors, ils ont à peu près le même nombre de postes que le CNRS sur ma section. Donc, le CNRS sur ma section, c'est entre 5 et 6 postes par an. Et le CNAP, c'est entre 4 et 6 postes aussi. Ok. Il me Ça semble... donne ouais, entre 8 et 10 postes sur cette thématique-là par an, ce qui est quand même pas... Bon, ça reste quand même une thématique qui est assez large. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui postulent, mais ça reste correct, enfin, pour nos standards, quoi, actuels. Oui. Oui, je crois que typiquement au CNRS, je crois qu'on est une des sections les plus chargées en nombre de candidatures. Là, ouais, cette année, j'avais vu un peu le résumé que la section avait donné. Ils avaient reçu un peu moins de candidatures cette année. Je me souviens qu'il y a 2 ans, c'était de l'ordre de plus de 200 candidatures reçues pour 6 postes à la fin. Ah, Ouais, bah, ouais. 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 c'est quand même 2 fois plus que ce que là où on va, Cécile, non? Oui, oui. Et puis nous, on dit déjà que c'est chargé. Et que c'est chargé, ouais. Ouais, c'est Ça. Mm. Ah oui, C'est ça, effectivement. Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles... je suis très curieuse. Mais est-ce que c'est une raison qui explique le fait que tu n'es pas candidaté au CNRS cette année? Ou est-ce que tu te vois pas forcément revenir en France maintenant? C'est quoi un peu ton point de vue, ton état d'esprit là-dessus aujourd'hui? Si je peux me permettre même d'ajouter, comme ça englobera la question, finalement, le système en Italie, c'est mieux? Non. Il y a beaucoup de problèmes, on pourra y revenir, mais ouais, il y a beaucoup Ah, mais de problèmes. vas-y direct. Je vais rebondir sur la question de Cécile déjà, et après j'essaierai d'embrayer un peu sur le système en Italie, les spécificités. Alors non, cette année, si j'ai pas candidaté, c'était surtout pour des raisons un peu plus personnelles en fait. C'est que dans le courant de l'année 2000, donc l'an dernier c'était 2024, j'ai revu un peu mon plan de carrière et ce que je voulais en fait pour moi, pour le futur. Parce qu'avant, j'avais candidaté les 2 premières années au CEA, là où j'ai fait ma thèse. Mais en fait, courant 2024, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça, à ce que je voulais, où est-ce que je me projetais, si je devais avoir un poste permanent du coup, voilà, c'est un poste permanent, donc c'est pour les prochaines décennies a priori.
Et c'est vrai que le CNRS, il y a des possibilités de mobilité, mais c'est pas toujours facile. Et donc, en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, non, la région parisienne, dans le cadre ok, pour peut-être quelques années, mais en fait, pour quelques décennies, je me vois vraiment pas m'épanouir là-bas. Donc, c'est pour ça que, comme je me suis dit, ok, si je recandidate au CNRS, il faudra que je reconstruise un projet de recherche un peu différent et que j'aille ailleurs. Donc peut-être voilà ce que j'avais en tête c'était la possibilité de Bordeaux justement parce que je suis originaire de Bordeaux mais j'ai rien fait de concret dans ce sens-là. Donc je me suis dit en fait je laisse passer cette année et plutôt comme ça se passe plutôt bien en Sicile, je prends cette année pour consolider un peu ce que j'ai déjà du côté de la Sicile où je me vois bien faire encore au moins quelques années et où je me laisse le temps de réfléchir de qu'est-ce que je veux en Sicile aujourd'hui. Et je mets de côté un peu pour le moment les candidatures en France. Donc c'est pour ça que j'ai pas déposé de dossier cette année en France. Voilà, c'était aussi lié en fait l'aspect Saclay. Ils ont fait un recrutement cette année au CEA et c'était un peu lié à ça, l'aspect de candidater sur les concours. Il y avait cette possibilité que ce poste dans le futur soit un poste lié un peu qui corresponde un peu à mon profil, donc qui ouvre sur un poste CEA. Donc ça peut me permettre peut-être d'en dire un mot pour les gens qui sont intéressés par le CEA et comment ça fonctionne. Donc le CEA peut recruter sur son propre budget des chercheurs qui ont le statut de chercheur CEA et ensuite sont intégralement gérés par le CEA. Donc du point de vue salarial, souvent c'est des postes qui sont assez intéressants parce que il me semble que les salaires de début de carrière sont assez supérieurs à ce qu'il y a en maître de conf et en chargé de recherche. Et par contre, effectivement, il y a cet aspect mobilité. La mobilité ne peut se faire que à l'intérieur de la structure CEA, dans d'autres. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sites du CEA en France, mais sur l'aspect astrophysique, le seul labo qui fait vraiment de l'astrophysique fondamentale, on va dire, en France sur le réseau du CEA, c'est Saclay. Donc, de ce point de vue-là, j'avais un peu de mal à me projeter en me disant, OK, si je continue de faire les candidatures en me disant le jour où il y a ce poste plateau qui va ouvrir et sur lequel je pourrais candidater et espérer peut-être avoir peut-être une position là-dessus. Si jamais ça se fait, bah, je me retrouverai un peu bloqué à Saclay et c'est pas ce que je veux. Ouais, ouais. Donc j'ai préféré dire justement, j'ai préféré dire non, moi c'est pas ce que je veux aujourd'hui et je préfère creuser d'autres opportunités où je m'épanouirai mieux personnellement et c'est ce que je pense être le mieux. Donc du côté de la Sicile, voilà, on arrive aux spécificités du système italien où le contrat que j'avais quand je suis arrivé, c'était donc les contrats de postdoc italiens, qui sont des contrats très limités du point de vue cotisation sociale, disons. Et ça crée des problèmes quand on est étranger, notamment l'accès à la sécurité sociale est un peu compliqué. Bon, je passe certaines difficultés sur les procédures administratives que j'ai dû faire en Italie parce que c'était pas toujours très clair. J'ai dû beaucoup trouver par moi-même ce qu'il fallait faire et tout. Il y a eu un peu des complications de ce côté-là. C'est fou parce que c'est en Europe quand même. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est C'est que ça soit assez standardisé. Ouais. c'est ça. Ouais, mais l'Italie est un pays qui a une lourdeur administrative qui est assez folle en fait. Et tout est compliqué de ce point de vue-là. J'ai eu la chance quand j'ai eu le postdoc d'être une des dernières années où c'était encore assez facile de candidater venant de l'extérieur du système italien. Où j'ai pu ne pas envoyer de diplôme ou de choses traduites en italien par des traducteurs certifiés, des choses comme ça où le concours, c'était seulement évalué par les gens qui faisaient vraiment le recrutement, où ils n'avaient pas besoin de former une commission, des choses trop compliquées. Et ça, par contre, je l'ai vécu quand j'ai changé de position à l'intérieur de mon labo. Puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'opportunité de changer de position. Alors donc, au-dessus du statut de postdoc, l'Italie, en fait, a une position intermédiaire qui n'existe pas vraiment en France. C'est que, en fait, ils ont des chercheurs qui ont le statut plein de chercheurs du point de vue scientifique et des responsabilités scientifiques de la grille salariale aussi, mais en CDD. Ok. Ah, mais alors Et- ça existe en Allemagne aussi, il me semble. Ça existe dans certains pays, mais c'est des Je crois qu'en Allemagne, c'est les fameux Privatdosen, là, non le truc où ils ont souvent la lettre, le PED devant leur nom, là. Non, c'est pas ça? Peut-être, ouais. Je crois que j'avais mon directeur qui avait ça. Ouais.
Est-ce que tu peux avoir ce type de contrat jusqu'à 40, 50 ans ou est-ce Ouais. que c'est quand même limité à Ouais, mais je crois que C'est c'est ça. n'importe quel âge. En fait, c'est quelque chose qui existe dans toute l'administration publique italienne, pas seulement dans la recherche académique. Et c'est juste qu'ils ont la possibilité d'avoir des gens qui ont donc qui ont le statut de fonctionnaire de l'administration publique, mais en CDD. L'Italie fait ça. Mais alors, est-ce que la majorité des chercheurs en Italie, ils ont ce statut ou est-ce qu'ils sont permanents? Ou alors est-ce que c'est en train de changer? Où ils en sont? Alors, je peux répondre justement pour mon institut, pour le reste, je ne saurais pas trop dire. Si je ne me trompe pas, les chiffres, on est plutôt du 2 tiers de permanents et 1 tiers de gens plus précaires sur ce genre de contrat. Et en fait, ce qui fonctionne en Italie, c'est ils font des vagues de stabilisation. C'est décidé au niveau du Conseil des ministres, je crois. Je crois que c'est décidé au niveau gouvernemental. Là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de stabilisation. Alors, il y a des discussions comme quoi il y en aurait une qui arriverait pour nous au sein de l'INAF d'ici quelques mois. Bon, de toute façon, il me semble que personnellement, de toute façon, je suis trop jeune pour y être éligible, mais en fait, ils vont stabiliser une partie des gens comme ça. Et sinon, effectivement, l'accès à des contrats permanents, c'est seulement par des concours ponctuels qui ouvrent de manière très conjoncturelle. De manière très conjoncturelle. Il n'y a pas un système de concours annuel comme on a nous en France. Et aussi, je pense, un truc important à souligner, et ça, c'est très étrange en fait quand on a connu le système français, c'est la façon dont ça marche avec les universités. Parce qu'en fait, donc nous, on est un peu à l'écart de l'université. Et contrairement en France, où en fait les doctorants, ils sont détachés en quelque sorte, enfin pas vraiment détachés, mais ils sont dans les labos, ils ont leur directeur de thèse qui ne dépend pas forcément directement de l'université, mais qui dépend d'une école doctorale. En Italie, en fait, c'est les universités qui gardent directement la main là-dessus. Et en fait, il faut toujours qu'il y ait un encadrant ou un responsable de chaque doctorant qui soit quelqu'un de l'université. Et pour nous, en fait, les instituts qui sont plutôt ce statut administration publique détaché de l'université, c'est toujours un peu problématique parce que c'est complètement l'université qui a la main sur la gestion des thèses. Donc ça fait qu'un chercheur, par exemple un chercheur de l'INAF, peut pas directement, officiellement encadrer une thèse. Et c'est un peu étrange parce qu'en pratique, c'est ces chercheurs-là qui encadrent avec quelqu'un de l'université qui est plus le responsable universitaire. Mais il y a Oui, disons que sur le papier, cette ça va dualité. pas être noté que c'est le superviseur, mais dans la réalité, c'est le superviseur. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, je suis curieuse, mais parce que je trouve ça intéressant ce parallèle-là, Italie-France, est-ce que pour continuer finalement à avoir un contrat comme ça, qui est un espèce pas de poste permanent, mais qui te permet d'être chercheur quand même, est-ce qu'il faut à chaque fois est-ce que tu peux le renouveler? Et si oui, est-ce qu'il y a une limite? Et est-ce que tu as forcément besoin de financement ou est-ce que tu es payé par la fonction publique pour faire ton travail? Alors non, justement, il y a besoin de financement en fait. C'est pour ça que pour le renouvellement, il faut que les financements correspondant au projet soient toujours assurés. Et de ce point de vue-là, il y a peu de différence pour moi entre quand j'étais en postdoc et aujourd'hui sur la source de financement, parce que c'est toujours des contrats qui sont payés par l'Agence spatiale italienne. Ensuite, il y a possibilité d'essayer d'aller chercher ses propres fonds, notamment avec des bourses type ERC et tout, mais évidemment, c'est pas très facile. Et nous, typiquement, on n'est pas un institut qui récupère énormément de bourses ERC ou autre chose comme ça. Ça reste assez anecdotique dans le volume de financement de l'institution. Je crois on tourne beaucoup sur l'aspect plutôt grand projet, ou soit dans les consortiums de différents grands projets, notamment les projets spatiaux, mais pas que. Bah, il y a des sources de financement comme ça qui se font et ça permet de faire tourner la machine et de payer les chercheurs précaires qui sont sur des CDD. Donc tu arrives quand même un peu à te projeter, pas non plus sur 10 ans, mais tu arrives à te projeter quand même sur quelques années parce que tu sais à peu près quand ces financements vont se terminer et s'il va y avoir, d'autres opportunités de financement, pas type ERC, mais qui continuent ton financement de base, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Disons que pour moi, le côté positif, c'est que l'Agence spatiale italienne s'est engagée justement, a priori, à continuer à soutenir le travail scientifique autour de la mission spatiale sur laquelle je travaille. Donc ça donne une certaine sécurité de ce point de vue-là. Comme c'est quelque chose qui, au niveau européen, va aller de l'avant, ça permet de se dire, OK, il y a normalement, enfin, à part si l'instrument explose au lancement, ce que personne n'espère évidemment. Normalement, derrière, il y aura plusieurs années de collecte de données et d'exploitation des données. Donc là, même si on arrive sur le lancement, c'est vraiment que le début.
et les choses les plus intéressantes du point de vue scientifique et qui vont justement requérir un soutien financier plus important sur l'aspect exploitation scientifique ne feront que commencer. Ça peut être intéressant d'avoir ce regard un peu sur le système italien avec d'autres thématiques pour voir aussi à quel point il y a des spécificités qui sont peut-être liées à cette thématique aéro ou spatiale, pour être un peu généraliste dans mes termes. Mais c'est vrai que ce final, c'est une forme de stabilité différente au final. Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas ça, mais en même temps, pour rentrer, c'est pas que c'est plus dur, mais c'est vrai que c'est ces espèces de postes un peu en demi-teinte là, qui sont où tu jouis des mêmes avantages que n'importe quel fonctionnaire de l'État, mais ça dure 3 ans avant de renouveler ou quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas, nous, enfin, en tout cas, dans la recherche à proprement parler. C'est vrai que je sais pas, j'ai pas d'avis de savoir si c'est mieux ou pas. J'ai du mal à me. Ça reste quand même, à mon avis, dans ta tête, enfin, je sais pas, hein, tu nous diras, Sylvain, mais je pense que dans ta tête, ça reste quand même un truc un peu précaire où tu te dis, je sais pas vraiment où je serai dans 10 ans. Tu peux pas te projeter. Bon, après, c'est un luxe hein, de pouvoir se projeter aujourd'hui aussi loin, mais ça reste quand même, je pense, un truc où tu te dis, bah, faut quand même qu'il y ait des financements, quoi. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, moi, c'était. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire, c'était. Tu jouis des avantages d'être fonctionnaire de l'État quand même. C'est-à-dire que quand tu es en postdoc, selon tes sources de financement, on le sait tous. Enfin, je veux dire, moi, ces dernières années ou quoi, je cumule pas pour. J'ai pas forcément cumulé pour le chômage tout le temps. J'ai pas cumulé pour la retraite. J'ai pas. Tu sais, c'est des trucs. Là, au moins. Alors, ok, il faut aller chercher les sous. Ouais, mais ça, à la limite, on y est presque tous habitués. Mais si par contre, tu arrives avec tes sous et que tu as le même statut que ton voisin d'à côté qui est permanent, C'est vrai. il y a quand même tous ces avantages-là de social, de cotisation, d'imposition. Alors, quand je dis imposition, c'est dans le sens le retour que ça nous vient, évidemment. Mais il y a tous ces avantages-là, au final, que finalement, selon le contrat que tu as en France de postdoc, que des fois tu co-héberges, que tu machins, que c'est des financements qui viennent de l'étranger ou quoi, et tu n'as pas forcément ça. Donc, tu vois, l'un dans l'autre. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas de système miracle. Mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain, pour ce temps que tu nous as accordé, parce qu'on ne connaissait pas l'Italie, d'un point de vue académique, en tout cas. Ça va la situer, quoi. On sait à peu près où c'est la Sicile de tout ça. Bah justement, après, je peux aussi dire peut-être un mot sur les spécificités de la Sicile de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'en Italie, il y a quand même une division nord-sud qui est assez forte, hein, et Ah oui, c'est une vas-y. réalité, ouais, c'est une réalité qu'on voit un peu partout, et en fait, on en voit aussi les conséquences un peu indirectement dans la recherche. C'est que bah, le nord étant beaucoup plus attractif économique que le sud, et en fait, ça s'en ressent au niveau bah, déjà de la possibilité pour trouver, au niveau, c'est un peu ce que je vois au niveau de mes collègues et du labo. Donc, mes collègues sont essentiellement, je pense, à 90-95%. C'est un labo qui est pas très international, on est peu d'internationaux. Et même au niveau des Italiens, c'est beaucoup de gens qui sont siciliens et une bonne partie même qui sont de la région de Catane et des alentours. Et en fait, une problématique qui se crée autour de tout ça, c'est que comme la Sicile est malheureusement pas pour les emplois qualifiés le bassin économique le plus attractif en Italie, beaucoup de Siciliens qui ont fait des études, qui ont fait des études et tout, vont en fait aller chercher les emplois qualifiés soit à l'étranger, soit dans le nord de l'Italie. Et en fait, ça se fait pas seulement après les études, mais dès les études supérieures souvent. C'est donc, nous par exemple, on dépend de l'université de Catane principalement comme bassin de recrutement pour les doctorants. Et en fait, là où c'est pas si simple, c'est que je me souviens il y a quelques mois, lors d'une réunion de l'Observatoire, il y avait un des professeurs qui disait, ben, nous, dans notre master de physique, une fois qu'on a fait le tri sur l'aspect niveau académique, on se retrouve en fait en master à avoir une dizaine d'étudiants chaque année. Et une dizaine d'étudiants en physique en général, qui derrière vont aller dans tous les débouchés quand on a fait des études en physique. Et bah, évidemment, c'est compliqué derrière. Puisque nous, en astrophysique, on n'est pas les seuls à être intéressés pour avoir des étudiants qui ont ce genre de spécialité. On a aussi quelque chose qui pèse pas mal aussi en Italie, c'est la partie physique des particules, physique nucléaire, avec un autre institut qui est assez puissant de ce point de vue-là économiquement, parce qu'ils sont engagés auprès du CERN et de choses comme ça au niveau de la Suisse. Donc, en fait, il y a des rivalités un peu qui se créent de ce point de vue-là entre instituts à cause de la difficulté de recruter là-dessus.
Et ça fait que par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le labo où j'ai fait ma thèse, où le CEA fait quand même beaucoup de formations, il y a beaucoup de doctorants. Nous, il me semble qu'il y a une quinzaine de doctorants, nous, chaque année, dans le département d'astrophysique, là où j'étais, qui soutenaient leur thèse. Là, on a quelques doctorants, et même sur l'aspect chercheur en début de carrière, on n'est pas très très nombreux. On a une pyramide des âges qui est assez déséquilibrée de ce point de vue-là. OK, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à je dis ça comme si c'était hyper simple. Bah, il suffit juste, C'est évident. de trouver une manière d'amener, parce qu'en fait, c'est quand même une région d'un point de vue, paysage et cetera et culturel, c'est quand même hyper riche. Moi, je me Oui. dis, oui, tu peux avoir des appréhensions au départ parce que c'est sur une île, c'est un peu particulier et cetera. Tout le monde ne connaît pas forcément la langue. L'italien, c'est pas un truc, tu apprends pas ça comme l'anglais, mais après, ça peut aussi quand même, plaire à d'autres personnes qui viennent de différents pays d'Europe, quoi. Ça reste méditerranéen. Un peu, en fait, faut que tu développes une équipe internationale là-bas, Sylvain. En fait, c'est ça Ça. ton but, maintenant. Ouais, et justement, on en arrive là où il y a un souci qui est global à l'Italie actuellement, c'est sur les recrutements. Aujourd'hui, donc le contrat de postdoc que j'avais, le type de contrat, ils l'ont retiré aujourd'hui, à cause de tous les soucis qu'il y avait. Mais beauté de l'administration italienne, il me semble qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas négocié le nouveau type de contrat vraiment postdoc qui doit le remplacer. Ce qui devrait être la porte d'entrée pour justement des chercheurs ayant fait leur thèse à l'étranger ou venant de l'étranger pour rentrer dans le système, pour des jeunes chercheurs. Et donc aujourd'hui, il n'existe que le type de contrat que j'ai aujourd'hui de chercheur en CDD, qui du coup de fait aujourd'hui devient un peu le contrat qui pourrait être la porte d'entrée, mais comme ce sont des contrats de fonction publique italienne, il y a plein de règles qui sont mises par l'administration publique qui ne peuvent se régler qu'au niveau gouvernemental là-dessus. Et notamment, certaines de ces règles, c'est que tous les diplômes, les relevés de notes, ils m'ont demandé, quand j'ai fait le concours pour avoir ce poste-là, ils m'ont demandé de fournir mes diplômes, des relevés de notes et tout, traduits par traducteur assermenté, de faire une déclaration de valeur de ces diplômes au consulat italien à Paris, parce que c'est en région parisienne qu'avaient été émis mes diplômes. Ensuite, quand j'ai eu le poste, avant de pouvoir signer mon contrat, il fallait envoyer ça au ministère pour que le ministère fasse une déclaration d'équivalence, avec plein de petits détails sur le fait que, par exemple, les Italiens utilisent des adresses mail avec accusé de réception que personne d'autre en Europe n'utilise, et il faut pouvoir faire vérifier ton identité du point de vue italien pour le faire. Donc si tu es à l'étranger, ce sera compliqué d'avoir ça. Et donc derrière, le ministère aussi ne répond pas à ces demandes d'équivalence. Ils te laissent traîner ça pendant 3 mois et ils attendent juste que l'Institut laisse passer ce délai de 3 mois pour te faire signer le contrat. Donc en fait, toutes ces lourdeurs, ça fait que le système italien qui pourrait être intéressant pour des jeunes chercheurs, parce qu'en fait, effectivement, les salaires de postdoc, c'est pas ce qu'on va pouvoir trouver en Allemagne, en Autriche, en Suisse, enfin là où ils se donnent, aux États-Unis, là où tu vas avoir des salaires très compétitifs, mais c'est comparable à ce qu'on va pouvoir avoir en France. Et notamment dans le sud de l'Italie, le coût de la vie est assez bas. C'est peut-être pas pareil dans le nord de l'Italie, dans des villes comme Milan qui sont très chères, c'est sans doute un peu plus compliqué. Mais dans le sud de l'Italie, c'est des salaires qui sont très confortables pour vivre. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, on a une perte de compétitivité sur l'accès au concours qui est difficile. Et c'est Ouais. très regrettable en fait, parce que il suffirait de régler tous ces problèmes administratifs, de faciliter un peu l'accès aux chercheurs, aux internationaux. Et en fait, je pense qu'il y aurait une manne de chercheurs internationaux qui serait beaucoup plus importante. Il y a des trucs quand même qui sont très locaux au pays, mais alors quand même, moi, le truc de correspondance des diplômes entre les pays de l'Union européenne, alors que quand moi j'étais jeune, on m'a vendu le principe des crédits européens, je ne comprendrai jamais ce fonctionnement. Moi, à chaque fois qu'on me demande de traduire le diplôme et tout, à chaque fois, t'as envie de les tuer, quoi. Je te dis. Bah oui. Ça, j'avoue que ça fait partie vraiment des trucs qui n'ont pas fonctionné universitairement dans l'Europe, alors que pourtant, s'il y a bien un truc au sein de l'Union européenne qui tourne quand même relativement bien en termes d'échange et tout, c'est bien les universités, quoi. Bah oui. Mais c'est vrai que on a des programmes que le monde nous envie, style Erasmus et tout. Mais par contre, c'est vrai que ça, le fait de traduire le diplôme, je veux dire, à partir du moment où tu as un truc avec des crédits européens, que normalement tout le monde est aligné sur ce truc-là, t'as pas besoin de savoir, t'as pas besoin d'avoir une traduction officielle du machin.
puisque normalement on est censé avoir quelque chose qui nous permet de donner le nombre de crédits qu'on a, que c'est validé. Enfin, je comprends pas qu'ils ne soient pas tous mis d'accord, tu vois, ou alors que tout le monde fasse une copie en anglais, tu vois, du diplôme, un truc digital. Voilà. Que ça soit accepté par. Et comme ça, soit accessible et accepté partout. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Sylvain pour ce témoignage italien. On sent la révolution italienne en toi. Et ça fait plaisir. Voilà, donc merci. On espère que ça t'a plu. En tout cas, on a appris du système italien qui sont quand même nos voisins et dont on n'a pas souvent parlé. On a pas mal parlé de la Suisse, de l'Allemagne et tout là, en termes de voisinage ou du Royaume-Uni. C'est vrai que l'Italie, on n'a pas eu d'exemple. Donc super, merci à toi. On te souhaite plein de bonnes choses. Du coup, Merci. en Pour Sicile. l'invitation. Ouais, merci beaucoup Sylvain. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.